on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous les bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, pour les remercier de leur miséricorde et de leur aide au quotidien. Et nous leur demandons de nous aider à rester justement les pensées élevées, en syntonie avec eux, pour capter leurs inspirations par l'intuition aussi, pour nous aider à surmonter les difficultés naturelles de la vie et à réaliser les missions que nous nous sommes proposés de réaliser avant de nous réincarner. Et nous les remercions aussi pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour ce cours, étudier cette question, ce dernier chapitre de l'émancipation de l'âme, qu'il puisse nous être utile dans notre travail de divulgation et qu'il puisse être utile aussi pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous aujourd'hui et sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Voilà. Je vais vous remontrer le programme. Vous voyez, donc, phénomène d'émancipation de l'âme, il y a 3 guides d'études. Donc, il y avait le sommeil et les rêves qu'on a vu il y a 15 jours, léthargie et catalepsie qu'on a vu la semaine dernière. Et donc, aujourd'hui, on voit somnambulisme, extase et seconde vue. Donc, vous voyez, c'est tous des phénomènes, comme on dit, d'émancipation de l'âme. Donc, c'est notre propre âme qui se libère par rapport à son corps et qui produit donc les différents phénomènes qui sont associés à ces questions-là. Voilà. Donc, ce n'est pas proprement dit de la médiumnité, comme on l'a vu plus tôt cette année. Hein. La médiumnité, bon, il faut aussi que l'âme s'émancipe dans l'état de transe médiumnique, comme on dit, pour pouvoir capter les messages de l'autre esprit. Mais là, c'est vraiment des phénomènes de l'âme elle-même, sans qu'il y ait forcément besoin d'une âme extérieure dans le processus. Ce qui est intéressant quand même, c'est que, Christophe, quand tu disais pour divulguer l'ABC, le premier sujet, c'est par là vraiment où il faut commencer pour une personne qui croit en rien, c'est d'essayer de la convaincre qu'elle-même, elle n'est pas juste, elle a une âme, que sa pensée, c'est pas le produit des réactions du cerveau et que donc elle a une âme qui est indépendante du corps. Voilà. Et les phénomènes de l'émancipation de l'âme, donc le sommeil, les rêves, voilà, les états de coma, les EMI, donc ça par exemple, c'est aussi quelque chose qui manque ici, qu'il faut qu'on rajoute plus spécifiquement dans le cours, puisque ça n'existait pas encore trop au moment où le cours a été fait. Donc tout ça, ce sont des phénomènes d'émancipation de l'âme, où l'âme perçoit des choses qui en toute évidence, pas par les sens du corps, et pourtant elle arrive à en conserver euh, la mémoire, et aussi donc la personne, après ce genre d'expérience, elle peut changer du tout au tout. C'est plus la même après qu'avant, puisque en quelque sorte, elle a vu, elle a compris que voilà, il y avait quelque chose de plus que tout simplement le corps physique. Et ça c'est vraiment le point de départ dans toute divulgation. C'est pour ça que ces 3 chapitres sont importants. Parce que la personne qui ne croit pas avoir une âme, ben, ce n'est pas la peine de lui parler de communication des esprits ou de réincarnation, puisqu'elle n'a pas encore le point de départ. Donc, c'est vraiment par là où il faut commencer avec les personnes qui ne croient à rien, mais qui sont quand même ouvertes. Il ne faut pas non plus perdre son temps à ceux qui sont entêtés dans la négation par parti pris, par principe, par intérêt matériel ou autre, parce que on perd du temps. On perd du temps. Faut mettre, je dirais, lancer une phrase ou deux, une graine ou deux, et puis attendre que ça germe. Ça peut mettre 2 jours, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 30 ans, ça peut mettre 2 ou 3 vies, mais ça germera un jour. Voilà. Alors, donc, somnambulisme, extase et seconde vue. Donc, on va d'abord expliquer qu'est-ce que c'est que le somnambulisme. J'en ai déjà parlé 2 ou 3 fois dans les cours précédents. Donc, on va voir la différence entre l'extase et le somnambulisme. Et on va aussi expliquer qu'est-ce que c'est que le phénomène de seconde vue. D'accord?
Alors, on va commencer par le somnambulisme. Vous voyez tous l'écran, c'est assez grand. Donc, le somnambulisme, c'est Livre des Esprits 425, hein, question 425, une indépendance de l'âme plus complète que dans le rêve. Et alors, où donc ses facultés sont plus développées. Elle a des perceptions qu'elle n'a pas dans le rêve, qui est un état de somnambulisme imparfait. Donc, vous voyez, le rêve, le sommeil, ben, c'est un degré d'émancipation de l'âme. Le somnambulisme, c'est le degré suivant. Et donc, quand on parle là de l'âme, c'est l'âme du somnambule. Hein, encore une fois, c'est la personne, le sujet qui est somnambule, ben, il est dans un état de demi-sommeil ou de transe, et puis c'est son âme à lui, hein, à ce sujet, qui se dégage du corps, qui arrive à percevoir des choses avec ses vues, avec la vue de l'âme, hein, donc dans le monde spirituel, en gros, la vue depuis le monde spirituel, et donc qui arrive à parler, même pendant cet état de transe, hein, somnambulique, elle arrive à parler et à décrire ce qu'elle voit dans l'au-delà. Hein. Alors, c'est un phénomène, voilà, donc dans le somnambulisme, l'esprit est tout entier à lui-même, les organes matériels étant en quelque sorte en catalepsie, comme on a vu la dernière fois, hein, ne reçoivent plus les impressions extérieures, donc la vue, par l'ouïe, etc. Cet état se manifeste surtout pendant le sommeil. Quand les faits de somnambulisme se produisent, c'est que l'esprit préoccupé d'une chose ou d'une autre se livre à une action quelconque qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. Vous voyez, c'est quand même assez complexe. Donc, le somnambulisme a été étudié par les magnétiseurs, hein, par Anton Mesmer, déjà à la fin du XVIIIe siècle, hein, et qui est le magnétisme qui avait encore ses sociétés, le baron Dupotet et Deleuze, et en fait, tant d'autres, donc, qui pratiquaient ce magnétisme encore à l'époque de Kardec, hein, au milieu du XIXe siècle, étudiaient beaucoup ce somnambulisme. Et c'est ça qui a fait que chez les magnétiseurs, comme le somnambulisme décrivait des choses qu'il voyait dans l'au-delà, donc y compris, il arrivait parfois à décrire des esprits désincarnés, à donner des preuves d'identité. C'est ça qui a donné lieu dans le magnétisme à un courant spiritualiste. Hein, il y avait les mesméristes spiritualistes et il y avait les mesméristes matérialistes. Ceux qui pensaient que le somnambulisme, c'était tout simplement une faculté du corps physique et des sens. Et les spiritualistes, c'est ceux qui pensaient au contraire que c'était l'âme, c'est donc l'interprétation qu'ont les spirites, l'âme qui s'émancipe et qui prend des libertés par rapport à son corps. Voilà. Donc, vous voyez, apparemment, l'âme, elle est plus libre dans l'état de somnambulisme que dans l'état du sommeil, donc où on a les rêves normaux. Hein, donc, c'est pour ça que dans l'état de somnambulisme, elle arrive à voir, à percevoir et à relater, rapporter plus de choses. Il dit, voilà, cet état se manifeste pendant le sommeil, donc c'est bien connu, hein, c'est la nuit que les somnambules, ils marchent sur les toits. Hein, ça, c'est l'image qu'on a assez fréquemment du somnambule, mais ça fait partie justement de ce phénomène. Et donc, il dit que donc c'est l'esprit qui est préoccupé d'une chose, hein, donc il se livre à une action qui nécessite l'usage de son corps, dont il se sert alors d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel dans le phénomène des manifestations physiques. Donc là, Kardec nous explique que ben, les esprits, quelque part, enveloppent la table, hein, avec un fluide, ils arrivent à la soulever. Et donc, selon ce que dit Kardec sur le somnambulisme, c'est que ben, les esprits en état de somnambule, quand ils font marcher leur corps sur le toit, sur les faîtières sans tomber, hein, ça aussi, c'est un phénomène bien connu. Hein, le somnambulisme, il fait des choses qu'il ne pourrait pas faire à l'état de veille. Eh ben, c'est l'esprit qui se sert de son corps, un peu comme il se sert, comme il ferait bouger une table dans les phénomènes à effet physique. Donc voilà ce que nous dit Kardec. Alors Fabrice, tu as une question? Oui, moi j'ai une question. Je voudrais savoir quand une personne fait du somnambulisme comme ça, certes l'esprit est émancipé, mais alors où est le périsprit dans ces conditions-là? Parce qu'on a dit que le périsprit, c'est un organe de transmission entre l'esprit
et le corps physique. Oui, Donc, si l'esprit est émancipé, il est retourné dans la vie spirituelle, normalement, son périsprit l'a suivi. oui, Alors, qu'est-ce qui permet à l'esprit et au périsprit de faire fonctionner le corps, de se faire se oui. lever, se mouvoir, puisque le périsprit n'est plus là. Mais le périsprit, c'est l'organe de transmission entre les deux. C'est une bonne question. Et donc ça, ce qu'on sait sur ce sujet, hein, et qui est admis d'ailleurs dans d'autres courants spiritualistes, c'est le fameux cordon d'argent, hein, c'est-à-dire le lien entre le père-esprit et le corps, il continue. Oui, Et si ce lien est rompu, si ce cordon d'argent est rompu, ben, non, l'esprit s'est désincarné, il ne peut plus revenir non, dans le corps. on est d'accord. Donc, c'est avec cette cordelette d'argent qui permet à l'esprit et donc à son périsprit de faire mouvoir le corps physique. Alors, pas tout à fait. C'est le cordon d'argent, ça maintient le lien. Alors, pour le faire mouvoir, Kardec, il dit qu'il fait comme quand il fait bouger une table, hein, donc des phénomènes à effet physique. Donc, les Et fluides, alors. Appel aux fluides, alors. c'est ça, oui, avec de l'ectoplasme ou quelque chose comme ça, quoi. Et donc, par contre, au niveau du corps, ben, tu as les fonctions vitales qui restent et qui fonctionnent, entre guillemets, quasi automatiquement, hein, même sans action directe de l'esprit. Oui, Mais pour ça aussi, ben, il faut du fluide vital, hein. oui, parce que pour faire avancer ou lever une main, là, c'est pas de l'automatique. Le cœur qui bat, c'est automatique. La respiration, Oui, c'est automatique. oui. Mais le fait de se lever, de marcher, Oui. c'est pas automatique. Il faut que ce Là, il faut soit faut une qu'il y ait une commande qui action de s'en fait. l'esprit. Ouais. C'est comme il le dit là, hein, il utilise son corps, il se sert de son corps d'une façon analogue à l'emploi qu'il fait d'une table ou de tout autre objet matériel. C'est comme ça Donc, qu'il. manipulation des fluides, alors. Voilà, voilà, voilà. Alors, le somnambulisme, donc c'est plus complet que dans le rêve, et vous avez des somnambules comment on dit, qui ont. Il y a des exemples, hein. Vous prenez Edgar Cayce, par exemple, hein, qui était dans un état somnambule et qui voyait les personnes qui étaient devant lui. Donc, il voyait ces personnes avec la vue du monde spirituel, donc il voyait leur père-esprit, hein, et donc les éventuelles lésions au niveau du père-esprit. Il arrivait comme ça à dire, hein, c'était Edgar Cayce, c'était entre guillemets un somnambule qui donnait des diagnostics, qui disait attention, vous avez telle maladie, telle chose, hein. Et donc, il pouvait quelquefois aussi agir pour soulager les problèmes, hein, par les passes magnétiques ou par les ressources qui existent dans le monde spirituel, hein. Alors, il y en a un autre c'est Bruno Gröning. Alors, j'ai jamais, on m'en a beaucoup parlé, hein. C'était aussi un grand guérisseur et qui disait qu'il faisait tout avec l'aide des esprits. Donc, lui, il était plutôt médium guérisseur que somnambule. Et les somnambules, à l'époque, ben, comment dire, Kardec, il en consultait, hein, il consultait, enfin pas Kardec, on parle de Rivail, il consultait une somnambule qui s'appelait Mariette, hein, il en parle très bien dans les lettres. Et donc, avant qu'il était spirit, hein, on parle là des années 1840, 1830, 1840. Et donc, cette somnambule, il lui demandait des conseils par rapport à leur fille adoptive qui était malade, par rapport à ce genre de choses. Et donc, la somnambule, c'est elle leur donnait des conseils sur ce qu'il fallait faire, hein. Et dans un autre cas, qui relate aussi dans une lettre, c'est qu'il était dans le doute par rapport à ce qu'il devait faire ou répondre à une personne, hein, à Lyon. Et donc, cette personne lui avait envoyé un mot sur un bout de papier. Il a découpé un bout de papier de ce mot qu'il a mis dans la lettre qu'il a envoyée à Amélie. Amélie allait voir la somnambule avec ce bout de papier. Et donc, la somnambule lui a dit, ben, faut essayer d'agir plutôt dans tel sens ou dans tel sens. Oui. Donc, ça montre qu'avant même de commencer à s'intéresser au spiritisme, Rivail s'intéressait à ce phénomène de somnambulisme, hein, quand il disait qu'il étudiait le magnétisme. Alors, il n'a jamais eu de participation vraiment active dans les différents groupes, hein, puisqu'on ne voit pas de traces de Rivail dans les différentes revues et publications des magnétiseurs à l'époque, sauf un endroit où il y avait un appel pour ériger un monument en mémoire de Mesmer, et donc où Rivail aurait participé financièrement. C'est la seule occurrence qui a été pour l'instant trouvée
de son action chez les magnétiseurs. Mais il connaissait le phénomène et c'est pour ça que quand les phénomènes se sont reproduits en sa présence dans le cadre de la codification spirit, il en a parlé comme ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Oui, Valérie? Oui, ça veut dire que même si les sens sont un peu modifiés pendant l'état de somnambulisme, on peut communiquer avec le somnambule. Il est quand même capable d'entendre et de répondre. Oui, c'est-à-dire il peut entendre avec les esprits nous entendent aussi. Hein. Il peut entendre avec ses oreilles de l'esprit, mais en tout cas pour nous répondre, il est obligé de répondre avec sa voix, parce que sinon nous on l'entendrait pas, à moins d'être médium. Voilà. Donc le somnambule, en fait, son corps il est à moitié endormi, mais il parle. Il dit ce que le somnambule il arrive à transmettre par la voix, ce qu'il perçoit dans le monde des esprits. D'accord. Donc, vous voyez, alors que dans le rêve, bon, les gens qui rêvent parlent aussi, hein, mais c'est pas pareil. C'est pas tout à fait pareil. C'est un degré un peu moindre. Voilà. Donc, ça, c'est pour le somnambulisme. Après, on parle de l'extase. Donc, Kardec, il demande, question 439, vous voyez, c'est dans ces questions 400 où il parle de l'émancipation de l'âme. Quelle différence y a-t-il entre l'extase et le somnambulisme? Parce que l'extase, en fait, un extatique, comme il le dit, hein, c'est un somnambulisme plus épuré. L'âme de l'extatique est encore plus indépendante. Donc, les personnes qui sont à l'état d'extase, là, l'âme, elle est vraiment, je dirais, elle tient plus qu'à un fil à son corps physique. Et c'est pour ça que les phénomènes de l'extase, alors on dit que ça peut être dangereux, hein, parce que l'extatique, en fait, il peut ne pas revenir. Hein. Je n'ai pas de connaissance, d'occurrence de ce fait, hein, mais voilà, l'extatique, lui, il est vraiment. Alors, on le voit beaucoup dans l'histoire religieuse, hein, où on parle d'extatique et de différents phénomènes liés à l'extase, hein, comme Maurice Truchot en a parlé il n'y a pas longtemps dans une conférence, hein, avec tous les effets associés qui peuvent se produire, du genre stigmate ou autre. Hein. Et l'extase, c'est vraiment un somnambulisme, entre guillemets, poussé à l'extrême. Voilà. Et Kardec, il complète hein, dans la question 455, dans l'état d'extase, l'anéantissement du corps est presque complet. Donc, vous voyez, il n'y a plus, pour ainsi dire, que la vie organique, et l'on sent que l'âme n'y tient plus que par un fil, qu'un effort de plus ferait rompre sans retour. Dans cet état, toutes les pensées terrestres disparaissent pour faire place au sentiment épuré, qui est l'essence même de notre être immatériel. Michel? Oui, bonjour, est-ce que l'extase, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler la Kundalini dans d'autres philosophies? Alors, j'ai entendu le mot déjà, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est possible. Il faudrait que je regarde et que je vérifie ce que c'est que la Kundalini pour être sûr. Oui. Mais ce phénomène d'extase, ce qui est sûr, c'est qu'on le retrouve partout. Hein, quand vous voyez l'histoire du Bouddha ou d'autres religions, on retrouve les mêmes phénomènes d'extase que ceux qui sont décrits là par Kardec et ceux qui sont décrits aussi dans les religions chrétiennes. Charles, s'il te plaît, Oui, pour répondre à la question, là, comme tu le dis, Kardec, il résume fortement, mais effectivement, l'extase, c'est ce qu'on entend dans des autres philosophies. C'est quand l'esprit a acquis une maturité du corps, de son mental, de ses émotions et de ses énergies. Donc, Kardec se limite à dire que faut pas trop jouer à ça parce que ça peut être assimilé à un suicide. Si on fait des exercices pour partir dans ces états-là, on n'a pas l'avancement moral, c'est très dangereux. Mais c'est effectivement le mot que tu as dit, c'est la Kundalini. d'accord, ben voilà. Donc, ça doit bien être ça. Je vérifierai quand même, je vais me le noter là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a une concordance avec le chamanisme? Le chamanisme, ben, écoute, le chamanisme, en fait, c'est
Là, encore une fois, il faudrait que j'étudie plus dans le détail, mais les chamans pratiquaient aussi une sorte de médiumnité, hein. Et donc, comment dire, ce sont d'autres mots, mais qui, encore une fois, qualifient des phénomènes naturels qui sont identiques, hein, puisqu'ils avaient tous observé les différents phénomènes qui se produisaient de façon naturelle, spontanée ou provoquée. Et donc, chacun. Alors, les chamans, en fait, c'est une tradition qui est ancienne, hein, qui date d'avant le spiritisme, si je ne me trompe pas. Voilà. Et donc, ils utilisent des méthodes et des mots, mais c'est effectivement, il y aurait un grand travail à faire là pour retrouver le parallèle entre toutes ces différentes notions de tous ces différents religieux et spiritualistes. Christophe? Si je comprends bien, pour résumer, donc oui, je confirme, hein, pour la Kundalini, c'est bien ça. J'ai même vu malheureusement des ateliers carrément de montée de Kundalini, c'est du grand n'importe quoi. Bon, bref, en ce qui concerne la Kundalini, on peut le provoquer. On parlait de chaman. Le chaman, on sait qu'avec l'ayahuasca, il provoque aussi ces états de conscience modifiés. L'EMI, n'en parlons pas, il faut s'approcher de la mort. Je sais de quoi je parle. Et là, effectivement, c'est provoqué, on le sait par qui, mais le somnambulisme, il est provoqué par rien du tout. Celui qui est somnambule, finalement, il subit plus qu'autre chose. Il y a le somnambulisme naturel qui se Mhm. produit effectivement de façon naturelle et spontanée, mais il y a aussi le somnambulisme provoqué, c'est-à-dire un magnétiseur, il arrive à faire tomber son sujet en état de somnambulisme avec les passes magnétiques. C'est pas de l'hypnose, ça, plutôt? Ou c'est pas considéré Alors, comme de l'hypnose? l'hypnose, c'est différent du somnambulisme parce que la personne qui est hypnotisée, en fait, elle est encore, elle reste quand même liée à son corps, mais elle est dans un état de suggestibilité. Tu vois, c'est l'hypnotisé, l'hypnotiseur lui suggère des choses et Oui, l'hypnotisé, il suit la suggestion qui lui est donnée, hein. ouais, tout à Mais en fait. fait, il reste dans son corps. Alors, il y a par exemple, c'est Charbonnier qui en parle, hein, quand lui qui est anesthésiste, il a développé la méthode de l'hypnose en alternative à l'anesthésie pour les personnes qui ne supportent pas les produits ou qui sont allergiques, hein. Mhm. Et ils arrivent à opérer des personnes sous hypnose. Et la personne sous hypnose, donc l'hypnotiseur, leur suggère justement de ne pas avoir de douleur et l'opération se passe très bien sans qu'il y ait besoin de produits anesthésiants. C'est ça, oui, tout à fait. Voilà, donc la Et personne reste calme et Mhm. puis insensible quelque part, hein, mais c'est par suggestion, hein. D'accord. Voilà. Les hypnotisés, quand on voit le cas courant, hein, qu'on voit à la télé ou Mhm. dans les camps de vacances ou autres, l'hypnotisé, il est là, il marche, et il réagit normalement, sauf quand l'hypnotiseur qui l'a mis, qui a créé ce lien de suggestion, lui dit ouh là là, il fait chaud, même s'il fait -15, il va enlever le pull et tout parce qu'il aura chaud, hein. Ouais. Typiquement l'hypnose, c'est ça. Donc, Mhm. c'est pas la même chose que le somnambulisme. D'accord. Et est-ce qu'il est vrai que le somnambule, faut éviter de lui parler justement, faut éviter de lui dire des choses comme pourrait le faire un hypnotiseur, par exemple? Alors, c'est difficile à dire. Moi, à mon avis, c'est le somnambulisme qui est en train de marcher sur les toits, c'est pas prudent de le réveiller. Moi, je le Mhm. vois comme ça, hein, tu vois? Ouais. Maintenant, les somnambules qui sont limite un somnambulisme enfin, les somnambules dont on parlait tout à l'heure, hein, donc soit qui se mettent en état de somnambulisme eux-mêmes, soit provoqués, eh ben, la personne, le magnétiseur, lui pose des questions et le somnambule y répond. Donc là, il lui parle. Mhm. Tu vois, mais son corps, il est assis sur une chaise ou sur un fauteuil devant lui. Donc, il n'y a pas, entre guillemets, de danger pour son corps, comme s'il se réveillait bizarrement sur la faîtière d'une toiture. Ouais. Et dernière petite question, est-ce qu'il y a un progrès au niveau de la science à ce niveau-là? Parce que comme je te l'ai dit en préambule, j'ai un élève qui était somnambule le soir, la nuit, donc j'ai eu ses parents au téléphone et bien évidemment, je ne pouvais pas leur parler du livre des esprits. Mais la seule chose qu'ils ont pu faire, c'est
c'est d'aller voir des psys et ils n'ont jamais trouvé la cause, bien évidemment. Donc, l'enfant se levait le matin toujours en retard. Je ne savais pas pourquoi au départ. Il était systématiquement en retard et comme un zombie parce qu'il n'avait pas dormi. Enfin, il avait dormi, mais cet état de conscience modifié le fatiguait énormément. Et malheureusement, je n'ai pas pu lui donner de réponse, mais la seule réponse que l'école peut donner, c'est aller voir un psy. Et bien sûr, ils n'ont jamais obtenu de réponse intéressante. Donc, est-ce que la science a fait des progrès là-dessus ou pas? Alors, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance d'études sur le somnambulisme, bien que je pense que ça doit exister, hein, faudrait qu'on vérifie. Par contre, sur l'hypnose, oui, oui, là, l'hypnose est utilisée. Hein. C'était les grands hypnotiseurs, c'était les gens, alors je me souviens plus des noms maintenant, ils m'échappent, mais de la Société d'études psychiques de Nancy. Hein. C'était des médecins qui travaillaient à l'hôpital de Nancy et qui avaient énormément travaillé cette question de l'hypnose à la fin du 19e et jusqu'à la moitié du 20e siècle. Hein. Maintenant, sur le somnambulisme, là, je t'avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas sûr enfin, je n'ai pas connaissance comme ça qu'il y ait des médecins spécialisés en somnambulisme, et notamment les psychologues ou les psychiatres, je ne suis pas sûr non plus. Alors peut-être dans ces domaines-là, c'est là où il faut voir, il y a peut-être une branche qui étudie la question. Peut-être un prochain sujet lors d'un symposium. Je vais poser la question aussi, parce que on connaît les psychologues et les psychiatres spirit, je vais leur poser des questions. C'était Charcot, peut-être, c'est ça? À Nancy, hein, c'est ça, il me semble que c'est ça, oui. Études. Lors d'un symposium médecine et spiritualité, parce qu'il y a une avancée là-dessus. Voilà. Merci Charles. Je vais poser la question. Mais il n'y a pas de quoi. Voilà. Donc, on a vu le somnambulisme, l'extase. Donc, l'extase, il faut faire attention. Et moi, j'ai vu une fois, hein, dans une réunion, c'était à Lyon, il y avait encore Roger Pérez. Roger Pérez, il était tombé en extase. Et c'était, entre guillemets, assez impressionnant, quoi, parce que son corps était complètement affalé, comme ça, il est resté assis quand même, mais complètement affalé. Et à un moment donné, ben, il y a le dirigeant de la réunion qui lui posait une question. Et donc, la réponse, c'est « il n'est pas là ». Hein, ça veut dire que son esprit était parti, c'est son guide spirituel ou un autre esprit qui, entre guillemets, a répondu à sa place en utilisant son corps. Et je me souviens encore de Roger qui était revenu, hein, qui était revenu à lui. Et il était vraiment, pour lui, on sentait que c'était extrêmement difficile, hein, comme il le dit ici, parce que bon, il était déjà relativement âgé à l'époque, il avait des soucis de diabète, enfin voilà, plein de problèmes physiques, les petits bobos de la vieillesse, quoi. Et quand il est revenu dans son corps, il a eu c'était vraiment, vraiment très, très dur pour lui, une espèce de sensation de dégoût et tout. Et franchement, ça faisait un peu de la peine de le voir comme ça. Donc, bon, on est allé lui parler, le consoler, etc. Et donc, ben, il était dans un état d'extase. Alors, il n'a pas pu nous décrire de façon précise ce qu'il avait vu. Il avait seulement dit ben, qu'il était parti dans des mondes spirituels relativement éloignés, avec voilà, des esprits élevés, etc. Hein. Donc, voilà ce que c'est que l'extase. Un exemple d'extase. Alors, après, on parle de la seconde vue. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la seconde vue? Question 447, hein, c'est dans ces questions-là que ce sujet-là, il est traité. Si vous le voulez, après, pour rentrer plus dans le détail, vous pouvez les relire. Donc, le phénomène désigné sous le nom de seconde vue a-t-il du rapport avec le rêve et le somnambulisme? Et donc, les esprits répondent, tout cela n'est qu'une même chose. Ce que tu appelles seconde vue, c'est encore l'esprit qui est plus libre, quoique le corps ne soit pas endormi. La seconde vue est la vue de l'âme. Donc, vous voyez, la réponse, elle est relativement courte et relativement simple. Hein. Et ça, c'est typiquement les esprits qu'on appelle, la médiumnité qu'on appelle voyante.
ce sont les personnes qui voient les esprits. Donc, vous vous approchez de cette personne, vous dites bonjour, la personne vous dit bonjour et tout, et puis d'un coup, elle regarde à côté de vous parce qu'elle voit un esprit qui vous accompagne, qu'elle commence à décrire. Et là, ben, vous reconnaissez votre grand-père, votre grand-mère ou un proche défunt qui est là avec vous et puis donne des détails. Et puis parfois, il arrive même à, ben, il te dit que, voilà. Donc ça, c'est là aussi, ben, je connais un médium qui est comme ça et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et donc là, ce qu'il fait, en fait, son âme, elle est là dans le corps, il vous serre la main, il vous dit bonjour et tout, mais comment dire, elle prend une certaine liberté par rapport à son corps et donc elle voit l'esprit qui est à côté de vous avec les yeux de son âme et pas avec les yeux physiques du corps. C'est pour ça qu'on dit les médiums voyants, même s'ils mettent la main devant les yeux, continuent à voir l'esprit. Vous voyez, parce qu'ils ne voient pas avec les yeux du corps. Et la seconde vue, en fait, c'est ça. Et donc, comme dans le cas du somnambulisme ou de l'extase, c'est encore une fois l'âme qui prend un peu de liberté, qui s'émancipe par rapport à son corps et qui explique qu'elle puisse percevoir des choses avec les yeux de l'âme, avec ses yeux spirituels, entre guillemets. Alors, Valérie, la main est toujours levée. Je devrais... Oui, Géraud. Bonjour. Bonjour. Bon, cela arrive de façon spontanée ou ça doit être provoqué par le médium voyant ou le voyant? Alors, c'est les deux. C'est comme la médiumnité, en fait. La médiumnité, entre guillemets, naturelle, elle se produit de façon spontanée, sans que le médium le veuille. Maintenant, le médium comment dire, qui a développé sa médiumnité, il arrive, lui, comment dire, à se mettre volontairement dans cet état de seconde vue. Volontairement. Il peut voilà, alors c'est pas tous, il y en a qui le subissent et qui ne le contrôlent pas, mais il y en a avec l'habitude, avec le temps, avec l'éducation de la médiumnité, avec la compréhension de comment ça se passe, ils arrivent à le provoquer eux-mêmes. Voilà. Et dans le cas du somnambulisme, ça peut aussi être une autre personne, le magnétiseur, qui provoque l'état somnambulique chez le sujet. Donc il y a trois moyens. C'est soit ça se produit tout seul, soit c'est une autre personne qui l'induit, soit c'est la personne elle-même qui le provoque chez elle. Parce que j'ai connu une sœur, chez elle, ça arrivait de façon spontanée. Voilà. Alors ça, par contre, chez d'autres, il était d'abord obligé de sortir de son corps pour apercevoir dans le monde spirituel ce qui se passe. C'est ça. Voilà. Vous avez les trois cas. D'accord. Michel? Oui, je crois que pour certains, c'est difficile même de faire la différence entre les esprits désincarnés qui peuvent voir et les incarnés qui le voient aussi. Et oui. Ils ont du mal parfois à faire la différence et sont parfois surpris quand on leur dit « Ah non, il n'y avait personne ». Oui, tout à fait. Voilà. Et ça, c'est quand vous lisez une biographie de Divaldo, vous voyez ça. Donc, au début, il était fonctionnaire et il s'occupait de... Alors, je ne sais pas s'il travaillait dans le système de sécurité sociale ou de retraite ou quelque chose comme ça. Et donc, il était dans un bureau où il y avait un guichet et des gens qui venaient. Et donc, une fois ou deux, eh ben, il voyait quelqu'un venir, il se levait, il allait au guichet, il parlait avec la personne parlait et il revenait à sa place. Et il y a son chef qui a dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Tu es allé causer, il n'y avait personne, etc. Ça commençait à devenir problématique pour lui. Et heureusement, il avait une collègue de travail qui était au bureau d'en face de lui. Et donc, ils s'étaient mis d'accord que quand Divaldo voyait quelqu'un, il demandait d'abord à sa collègue s'il y avait vraiment quelqu'un. Et quand la collègue disait oui, là, il se levait, il y allait. Sinon, il n'y allait pas. Donc, ça, c'est Divaldo quand il était jeune. Il avait ce genre de phénomène. Donc, il voyait les esprits sans arriver encore à l'époque. Peut-être avec le temps, il a réussi à faire la différence donc, entre un esprit qui était incarné
et un esprit qui était désincarné. Donc, vous voyez à quel point ça peut effectivement aller. Oui. Je voulais juste apporter une petite précision aussi à propos de tout ce qui était phénomène d'hypnose, de somnambulisme ou autre. Oui. Au temps d'Alan Kardec, ce genre de choses était étudié par les médecins. Oui. Et en particulier Broussais, Richer, etc. Puisque Broussais avait fait même un livre, alors ça ne s'appelait pas comme ça, ils appelaient ça l'hystérie à l'époque, et ça rentrait dans ces pathologies qu'ils appelaient l'hystérie. Donc tout ce qui était extase, catalepsie, etc., léthargie, c'était des phénomènes hystériques. Et c'était étudié, il y avait des articles qui paraissaient dans des revues philosophiques, donc il y avait vraiment une vraie connexion entre euh, cette étude nouvelle médicale, en fait, qui était les débuts de la psychiatrie, hein, et la philosophie. Voilà. C'est juste, Effectivement, tu as raison, hein, on en voit. Richet, il était médecin, hein. Et puis il y avait de Rochas aussi, enfin il y en avait plein tout ce courant, cette mouvance de magnétiseurs, elle a existé jusque encore dans l'entre-deux-guerres, quoi. Et ça n'a vraiment pas disparu complètement, mais c'est vraiment un peu comme le spiritisme en fait, hein. Ça a vraiment été réduit ou étouffé après la Deuxième Guerre mondiale. Et donc là, ça a été remplacé par, comme tu dis, la psychiatrie, ou quand un sujet a ce genre de choses, en général, enfin souvent, il donne des médicaments assez forts au niveau du corps pour faire cesser le phénomène, en quelque sorte, hein. Alors que le phénomène, en soi, à partir du moment où il est contrôlé, il peut être utile. Comme la médiumnité, hein, quelqu'un qui entend des voix, c'est parfois mal interprété comme de la schizophrénie, hein, bon, voilà. Et donc, à partir de là, il y a l'internement, il y a des traitements lourds qui sont faits, alors qu'en fait, la personne, elle n'a rien au niveau physiologique, hein, c'est tout simplement de la médiumnité. Et ce qu'il lui faut, c'est d'avoir les outils pour comprendre ce que c'est et puis pour qu'elle arrive à vivre avec, plutôt que de le subir, hein. Mais bon, encore une fois, le paradigme spiritualiste, petit à petit, avance dans la médecine, hein, et donc ces choses-là sont maintenant de mieux en mieux prises en compte. Et dans le document de base de la psychiatrie, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, CIP, Comité international de psychiatrie, enfin un gros document qui sert de base à tous les psychiatres. Il y Le a déjà DSM, des... Charles. Pardon? Le DSM. Ou le DSM, ouais, voilà. C'est ça, c'est le DSM. Et il y a déjà des insertions qui ont été faites qu'il fallait se garder de diagnostiquer trop vite de schizophrénie une personne qui venait en disant qu'elle entend des voix, par exemple, hein. Donc, le progrès se fait, il est encore un peu lent, mais la médecine fera vraiment beaucoup de progrès le jour où elle sortira donc de ce paradigme réducteur, hein, de ces œillères matérialistes, pour voir et considérer l'être humain dans toutes ses dimensions, comme le disait la docteure Marlène Nobré, hein, bio, socio, psycho, spirituel. Et c'est là où vraiment la médecine fait beaucoup de progrès, et on le voit, il y a déjà des études qui sont publiées, hein, dans certaines pathologies psychiatriques. La médecine, entre guillemets, spiritualiste, ou même spirit au Brésil, obtient des taux de succès qui sont largement supérieurs à ceux de la médecine traditionnelle qui ignore cet aspect spirituel. C'est le cas, par exemple, des obsessions, comme on l'a vu dans le cours précédent. Une obsession, ça ne se guérit pas qu'avec des médicaments. Il faut travailler sur l'esprit obsesseur, sur la personne obsédée, et résoudre aussi, bien sûr, les problèmes physiologiques s'ils se sont présentés. C'est quand même intéressant de voir que depuis la fin du 19e siècle, on n'a pas évolué forcément dans le bon sens, quoi. S'ils prenaient ça, disons, de façon plus mesurée à cette époque-là, c'est vrai, comme tu dis, avec toute la philosophie matérialiste, maintenant on les a catalogués, enfin ça change apparemment, mais on les a catalogués comme des fous, quoi. Oui. Alors qu'à l'époque, ils les prenaient quand même un peu plus en considération et ils étaient plus mesurés dans leur jugement, quoi, dans leur façon d'approcher le phénomène.
Alors ça, c'est la pure conséquence, encore une fois, de ce paradigme matérialiste, hein. C'est un dogme, comme le dit Rupert Sheldrake, hein, un dogme. Donc, les scientifiques dénoncent les dogmes de l'Église, mais ils ont eux-mêmes des dogmes. Donc, c'est le dogme matérialiste qui dit l'esprit n'existe pas. Je ne l'ai pas trouvé sous mon scalpel, donc ça n'existe pas. Or, je n'ai pas trouvé, donc ça n'existe pas. Ce n'est pas un argument scientifique. Hmm. Ce n'est pas À quelle parce qu'on n'a époque, pas vu que quelque chose n'existe pas, hein. tout à fait. À quelle époque le dogme matérialiste était vraiment à son apogée? Alors, il a Début 20e? commencé très très fort, assez tôt, hein, au début du 19e, voire même à la fin du 18e, avec le positivisme, Auguste Comte, avec le scientisme, hein, ceux qui disaient la science explique tout, il n'y a pas besoin de Dieu, pas besoin de religion, rien besoin d'autre. Ces partisans du déterminisme, hein, on a des conditions initiales au Big Bang ou à notre naissance qui, à partir de ça explique toute notre vie, quoi. C'est-à-dire il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a rien. Et ils ont vraiment poussé ces raisonnements très très loin. Donc après, entre deux, là, il y a eu le spiritisme, il y a eu aussi le spiritualisme rationnel. Parce que chaque fois qu'il y a des réactions dans un extrême, il y a une réaction dans l'autre extrême pour compenser un peu, quoi. Hein, puisque la vérité, elle est quelque part toujours un petit peu au milieu. Et donc, il y a eu le spiritualisme rationnel, il y a eu le spiritisme qui est venu. Ensuite, il y a le magnétisme aussi, hein, spiritualiste. Il y a eu l'hypnotisme, bien que chez les hypnotiseurs, il y en a aussi quelques-uns qui étaient matérialistes, hein, qui expliquaient ça par le corps et pas par l'âme. Voilà. Après, vous avez eu toute la vague de Richet, de tous les études psychiques et autres. L'Institut métapsychique international à Paris, donc, qui avait été créé par Jean Meyer en 1919 et qui existe d'ailleurs toujours, était parti sur des bases spiritualistes, hein, avec notamment Gustave Gelet qui le dirigeait, qui faisait toutes ces expériences d'ectoplasmie, etc. Ensuite, quand Gelet, il est mort quand il était à un congrès à Varsovie et son avion s'est écrasé au décollage à Varsovie. Donc, il est mort en 1925, me semble-t-il. Il a été remplacé par d'autres qui étaient nettement moins spiritualistes, voire même matérialistes, quoi. Et donc, depuis, les études, voilà, ce sont un peu, comment dire, sont restés donc dans ce matériel, hein, chercher chaque fois à redémontrer par A plus B que les phénomènes existent, etc., sans vouloir aller plus loin. J'ai été, il y a peut-être déjà une quinzaine d'années, hein, donner une conférence sur la réincarnation, c'était assez bizarre, à l'Institut métapsychique international. Et donc, en arrivant là-bas, je leur ai dit, mais attendez, pourquoi vous me demandez de parler de réincarnation? Est-ce que vous êtes spiritualiste au moins? Alors, ils ont tous souri en disant oui, 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 continuez, continuez. Et donc, c'est après, quand on s'est retrouvés autour d'un verre, quoi, qu'ils ont dit, à quelques exceptions près, les adeptes sont spiritualistes, voire au moins dualistes, quoi, hein. Donc, c'est ça qui me rassure parce que les choses évoluent, hein. Il y a aujourd'hui énormément d'initiatives qu'on appelle science et spiritualité. Donc, vous voyez, on ne parle pas de spiritualisme, on ne parle pas d'âme, on parle de science et spiritualité. Et donc, des études qui montrent les avantages des croyances spiritualistes des patients sur leur rémission dans les hôpitaux et tout. Là, il y a des milliers d'études. Et donc, le sujet, petit à petit, maintenant revient. Et donc, de cet extrême dogme matérialiste, ils reviennent tout doucement en disant… Alors, il y en a qui résistent, hein, qui n'y croient pas, mais le jour où il y aura une majorité qui en sera convaincue, les plus réfractaires, ils vont dire « oui, mais bien sûr », comme le disait Kardec quelque part dans le livre des esprits. Et on n'est pas très loin maintenant de cette phase où vraiment… et à partir de là, je suis persuadé que ces questions-là reviendront à l'ordre du jour et on en trouvera énormément d'applications pour aider les gens, hein, clairement, thérapeutiques voire même, hein. Michel? Non, pardon, j'oublie de baisser la main, excuse-moi. D'accord. Merci, Charles.
Alors, la seconde vue, hein, donc et puis donc 455, il continue en disant « La puissance de la seconde vue varie depuis la sensation confuse, hein, donc on voit une lumière ou une lueur ou quelque chose, jusqu'à la perception claire et nette des choses présentes ou absentes. Hein. La seconde vue peut aussi être, alors donc la personne vous voit et voit un esprit à côté de vous, mais la seconde vue, l'esprit peut aussi percevoir quelque chose de distant. Hein. C'est ce que aujourd'hui ils appellent dans le milieu là, de parapsychologique les phénomènes de synchronicité. La personne voit quelque chose de distant, hein, au moment même où ça se produit. Et pourtant, elle n'est pas du tout à l'endroit où ça se produit. Parce que, encore une fois, l'espace, comment dire, le monde spirituel n'est pas dans l'espace-temps, n'est pas dans les 4 dimensions traditionnelles. Donc, les distances n'ont pas du tout la même signification pour les esprits. Et donc, la seconde vue, la personne qui a une seconde vue peut très bien voir quelque chose qui se passe à l'autre bout de la Terre, au moment même où ça se passe. Voilà. Et là aussi, une petite anecdote, c'est là pareil, j'étais jeune et j'étais chez un ami, un copain, quoi, c'était encore à l'école primaire, hein, donc, vous voyez, et il avait un chien. Et puis d'un coup, ce chien, qui dormait tranquillement dans son panier, il commençait à hurler et tout, et vraiment, il était inconsolable, il était vraiment pas bien. Hein. Et donc, personne n'avait compris ce qui s'était passé. Et le soir même, ils ont reçu la nouvelle que des personnes qui étaient très proches de la famille et qui venaient souvent les voir et que le chien connaissait, avaient eu, au moment où le chien hurlait, un accident grave de la route. Voyez. Donc, même les animaux peuvent avoir ce genre de perception à distance. Hein. Donc, ce qui prouve bien que c'est un phénomène naturel et que ça se produit chez un animal, c'est quelque chose de spontané, hein, et donc qu'on appelle aujourd'hui une synchronicité, mais on arrive à expliquer avec cette notion de seconde vue. Voilà. Naître des choses présentes ou absentes, à l'état rudimentaire, elle donne à certains gens le tact, la perspicacité, une sorte de sûreté dans leurs actes qu'on peut appeler la justesse du coup d'œil moral. C'est intéressant la remarque que Kardec y fait, la justesse du coup d'œil moral. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont la bonne intuition, qui ont les bonnes réactions, parfois inattendues, mais qui se révèlent être les meilleures. Et voilà, donc ça peut aussi s'expliquer par cette seconde vue, par une perception des choses plus complète que celle qu'on peut avoir par nos sens naturels, voire même après avec l'aide des esprits guides qui sont là et qui peuvent aussi se faire voir par les personnes qui sont dotées de la seconde vue. Est-ce que vous avez encore des questions à ce stade? Bon, le temps a passé, il est déjà 8h54. Alors bon, je ne sais pas si c'est toujours aussi barbant, Christophe, mais bon, c'est des phénomènes. Ce que j'ai bien aimé, c'est vos réactions en disant, mais pourquoi la médecine ne l'étudie pas? Ben oui, ce serait quand même vachement intéressant qu'elle l'étudie. Hein. Alors, après, quand vous lisez des documents de la NASA ou des Russes et tout, ils ont beaucoup travaillé ce genre de choses, hein, faut pas croire. Hein, parce que la seconde vue, il y en a un paquet que ça intéresserait d'aller voir les plans de l'ennemi. Hein, vous voyez? Donc, il y a eu des études, hein, elles sont restées sous le secret pendant de nombreuses années. Des fois, ça commence à ressortir maintenant. Il y a quelques livres qui ont été écrits là-dessus, d'ailleurs, hein, sur notamment les recherches qu'avaient fait les Russes, hein, sur toute, en fait, pas seulement sur ça, mais sur toute la phénoménologie spirit, pour essayer d'en trouver des applications militaires. Voilà, c'était pas aller beaucoup plus loin que ça, voilà, parce que les applications, parce que ça n'avait jamais vraiment marché. Hein. Ces phénomènes-là, encore une fois, sont quelque part contrôlés par les esprits, ou même notre esprit à nous, hein, qui est dans une manipulation belligérante à l'état de veille. Il reprend peut-être un peu plus de liberté, il voit les choses autrement hein, quand il est en état émancipé. Vous voyez ce que je veux dire? Hein. Donc, ce genre de phénomène,
ça ne servira pas à découvrir des trésors cachés ou à voir les plans de l'ennemi ou ce genre de choses. On peut se dire que ça ne fonctionnera pas. Hein. Voilà, même si après, encore une fois, il y a quand même, tous les esprits ne sont pas bons et il se peut très bien que dans certains cas, il puisse y avoir des montages organisés par ces esprits-là et qui donnent quand même l'impression que ça fait partie de la nature des choses maintenant. Par contre, si on veut l'utiliser pour le bien, pour soulager son prochain, dans un but caritatif ou autre, là, à mon avis, il y aura des progrès immenses. Et c'est pour ça que la médecine s'intéressait à ça. Ce sera vraiment une voie, la médecine va complètement changer, hein, c'est clair. Alors, ce ne sera peut-être pas forcément dans l'intérêt de certaines industries, mais bon, voilà, ce sera dans l'intérêt de l'humanité. Même si, encore une fois, moi je dis, bon, ben voilà, aujourd'hui on parle de vaccins, de choses comme ça, bon, on n'a pas beaucoup d'autres solutions. Hein. Quand on a mal à la tête, ben, faut prendre un antidouleur, ou voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui fonctionnent très très bien et qui font partie du progrès de la médecine, hein, clairement. Hein, s'il n'y avait pas les anesthésiants, voilà, tout le monde n'est pas hypnotisable. Hein. Dans mon cas, je pense que ce serait relativement difficile, hein, avec la tête un peu dure. Ça n'a jamais marché quand j'ai essayé 2-3 fois, hein, dans les camps de vacances et tout. Ben, je faisais toujours partie des premiers. Toi, c'est pas la peine, tu peux aller t'asseoir sur ta chaise. Mais voilà. Donc, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas, mais le fait d'avoir plus de solutions, ça permet de choisir la meilleure solution dans chaque cas. Ça fait partie du progrès. Voilà. Alors, c'est vrai. Donc, le somnambulisme, alors on va regarder vite fait le texte, on ne va pas tout lire. Hein. L'état de somnambulisme se manifeste surtout pendant le sommeil, c'est le moment où l'esprit peut quitter provisoirement le corps, celui-ci étant livré au repos indispensable à la matière. Voilà, donc le corps, il est bien, il est calme, il est tranquille. Donc, c'est là où l'esprit, pendant le sommeil naturel, le rêve, comme on l'a vu avant, où le somnambulisme peut se produire. Hein, voilà. Les phénomènes du somnambulisme naturel se produisent spontanément et sont indépendantes de toute cause extérieure connue. Mais chez certaines personnes douées d'une organisation spéciale, ils peuvent être provoqués artificiellement par l'action de l'agent magnétique. C'est ce qu'on a dit. L'état désigné sous le nom de somnambulisme magnétique ne diffère du somnambulisme naturel que parce que l'un est provoqué tandis que l'autre est spontané. Vous voyez ? Le somnambulisme naturel est un fait notoire que personne ne songe à révoquer en doute, malgré le merveilleux des phénomènes qu'il présente. Qu'a donc de plus extraordinaire ou de plus irrationnel le somnambulisme magnétique parce qu'il est produit artificiellement comme tant d'autres choses. C'est Kardec déjà qui défendait là les travaux et les études des magnétiseurs. Voilà. Alors, en vérité, alors ça c'est référence numéro 6. Oula, il est long en plus le texte. On est toujours encore dans le livre des esprits. C'est là où il en parle le plus, hein, parce que, bon, encore une fois, comme il avait étudié le magnétisme, il connaissait bien ces questions-là, et donc, après les avoir vues sous le paradigme spirit, en fait, ça s'encadrait tout à fait dans le modèle, dans le paradigme spirit. Hein, c'est plus qu'un phénomène physiologique, c'est une lumière jetée sur la psychologie. Alors, psychologie, à l'époque, ça signifiait étude de l'âme. Hein. Aujourd'hui, le mot psycho, âme, logie, étude. Aujourd'hui, c'est l'étude de l'âme, mais en entendant l'âme comme étant le produit du cerveau. Hein. Parce que la psychologie aujourd'hui, elle suit un paradigme assez fortement matérialiste, hein, sauf quelques branches de la psychologie, ceux qui suivent par exemple Jung ou certains autres psychologues qui avaient une vue un peu plus ouverte sur les questions de l'âme. C'est là qu'on peut étudier l'âme, oui, parce qu'elle s'y montre à découvert. Et donc, effectivement, donc, les somnambulistes, c'est une preuve de l'existence et de l'indépendance de l'âme, et c'est là où on peut l'étudier, hein, en posant des questions, en obtenant des réponses. Un des phénomènes par lesquels elle se caractérise, c'est la clairvoyance indépendante des organes ordinaires de la vue.
Hein, c'est comme dans les EMI, on le revoit aujourd'hui, hein, les yeux et les oreilles, enfin le cerveau, il n'y a plus grand-chose qui fonctionne dans le corps. Or, la personne, elle arrive à avoir des expériences de vision, d'audition, de voyage qui sont très, très fortes. Ceux qui contestent ce fait se fondent sur ce que le somnambule ne voit pas toujours et à la volonté de l'expérimentateur. Vous voyez, donc on pensait là aussi, ben maintenant tu vas aller chez les ennemis découvrir leurs plans. Ah ben désolé, ça ne marche pas, je n'y arrive pas, je ne peux pas, je ne vois pas, ça ne marche pas, etc. Hein. Et donc du coup il dit, bon ben ça ne sert à rien, ça ne marche pas, quoi. Hein. Comme avec les yeux. Faut-il s'étonner que les moyens étant différents, les effets ne soient plus les mêmes? Est-il rationnel de demander des effets identiques quand l'instrument n'existe plus? Ah oui. L'âme a ses propriétés comme l'œil a les siennes. Il faut les juger en elles-mêmes et non par analogie. La cause de la clairvoyance du somnambule magnétique et du somnambule naturel est identiquement la même. C'est un attribut de l'âme, une faculté inhérente à toutes les parties de l'être incorporel qui est en nous et qui n'a de limite que celles qui sont assignées à l'âme elle-même. Donc voilà, quand on le voit sous un point de vue matérialiste, forcément, on n'arrive pas à avancer beaucoup. Il voit partout où son âme peut se transporter, où elle peut, donc elle ne peut pas partout, forcément, hein, quelle que soit la distance, hein, comme on l'a dit. Dans la vue à distance, le somnambule ne voit pas les choses du point de vue où est son corps, et comme par un effet télescopique. Il les voit présentes et comme s'il était sur le lieu où elles existent parce que son âme y est en réalité. Hein, notre âme, l'âme du somnambule se déplace et va dans le lieu où elle observe les choses qu'elle rapporte. Hein. C'est pourquoi son corps est comme anéanti et semble privé de sentiments jusqu'au moment où l'âme vient en reprendre possession. Cette séparation partielle de l'âme et du corps est un état normal qui peut avoir une durée plus ou moins longue, mais non indéfinie. C'est la cause de la fatigue que le corps éprouve après un certain temps, surtout quand l'âme se livre à un travail actif. Voilà. Alors, la puissance et la lucidité somnambulique n'est point indéfinie, forcément, puisque ça dépend de la capacité de l'âme elle-même. Hein. Une âme imparfaite verra moins qu'une âme plus épurée. Hein. Et en plus de ça, il y a l'influence de la matière, puisque le cordon reste. Donc, la matière, et le fait de traduire ça après en mots par la voix, on passe encore une fois par un transducteur qui est le cerveau et qui vient aussi déformer les choses. Hein. Donc, voilà. Le transmetteur n'est pas parfait. Donc, c'est pour ça que dans cet état-là, on n'arrivera pas à tout voir. Alors après, il y a aussi le somnambule. Dans l'état de dégagement où se trouve l'esprit du somnambule, il entre en communication plus facile avec les autres esprits, incarnés ou non incarnés. Hein. Et donc, c'est pour ça que le somnambulisme est souvent associé à de la médiumnité, puisque si le somnambule il raconte que ce qu'il voit, ben c'est son âme, c'est du somnambulisme pur. Par contre, si le somnambule voit un esprit qui lui dit des choses et puis le somnambule les répète, vous voyez, là, ça vient d'une autre âme, donc c'est une médiumnité. Le somnambule, en fait, c'est un médium somnambule. D'accord ? Voilà, cette communication s'établit par le contact des fluides qui composent les père-esprits et servent de transmission à la pensée comme le fil électrique. Hein, donc, c'est le fluide cosmique universel qui sert de vecteur pour la télépathie. Le somnambule n'a pas besoin que la pensée soit articulée par la parole, il la sent et la devine par la transmission de pensée. C'est ce qui le rend éminemment impressionnable et accessible aux influences de l'atmosphère morale dans laquelle il se trouve placé. Donc ça, hein, vous avez des gens qui quand elles vont à un endroit où il y a beaucoup de monde, se sentent pas bien parce qu'elles sentent même à l'état incarné toutes ces influences. Et puis, dans le monde des esprits, c'est encore plus vrai. Hein, quand l'âme du somnambule elle est entourée d'esprits qui ne sont pas très bons, ou quand il y a des esprits, beaucoup de curieux, des gens mal intentionnés dans le local où l'expérience se fait, ben forcément, ça va là aussi porter préjudice au phénomène lui-même. Voilà. Après, au niveau des connaissances que le somnambule peut rapporter, donc il y a les connaissances bien sûr qu'il a dans cette vie-là, mais il peut aussi rapporter éventuellement des connaissances qu'il avait dans des vies antérieures et qu'il n'a pas forcément dans cette vie.
par exemple, parler dans une langue qu'il a connue dans une autre vie et pas dans celle-ci. Voyez, mais il ne pourra pas aller plus loin que les connaissances de son esprit à lui. Il ne pourra pas parler une langue qu'il n'a jamais pratiquée dans aucune des incarnations précédentes. Donc là aussi, il y a une limitation. L'esprit du somnambule, c'est un peu comme par la médiumnité, les esprits qui se communiquent, ils ne savent pas tout. Ce n'est pas parce que ce sont des esprits qui sont omniscients, loin de là. Hein. Donc là aussi, avec le somnambule, il faut appliquer le filtre qu'on appelle le filtre socratique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Et est-ce que c'est utile? Oui, Christophe? Une petite question qui me vient là. Est-ce que la personne qui parle la nuit, c'est une sorte de somnambulisme? Alors, ça dépend, ça peut être, tu vois, le somnambulisme, c'est un état après celui du rêve. Donc, ça peut être du rêve ou ça peut être du somnambulisme, mais ce n'est pas forcément du somnambulisme. Parce que j'ai le cas de ma nièce, quand elle était petite, je dormais souvent avec elle et ça m'est arrivé une fois, elle m'a réveillé, elle parlait, mais elle ne parlait pas français. Je ne sais pas quelle langue elle parlait par contre, mais elle ne parlait pas du tout français. Donc, Elle était jeune? oui, elle avait peut-être 14 ans, 15 ans, pas plus. Là, c'était peut-être déjà effectivement quelque chose qu'elle rapportait c'était plus du somnambulisme que du rêve, quoi, parce que elle est allée chercher dans son esprit des connaissances de vie passée. D'accord, merci. Après, il cite des exemples, hein, des exemples, donc on ne va pas les lire, mais vous regarderez. Hein. Madame Roger, effectivement, qui était une somnambule, en fait, qui a aidé dans la codification et qui travaillait avec monsieur, je ne sais plus si c'est monsieur Roustan, monsieur de Pleine Maison, mais elle a eu un rôle assez important au début de la codification. Et donc, elle a ramené, elle a donné, il y a un exemple là de ce monsieur Marillion. Hein, donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la revue Spirit. Quant à l'extase, bon, alors voilà, c'est l'étape suivante. On ne va pas tout lire, hein, mais l'extatique, il sort de cette terre avec tous ces fluides lourds et tout, il va vers des mondes qui sont plus avancés. Hein. Enfin, alors, c'est quand ça se passe bien, hein, parce que encore une fois, c'est pas toujours. Il y a des extatiques, des formes d'extase qui se passent moins bien. C'est comme il y a des EMI positives et aussi des EMI négatives. Hein. Tout dépend encore une fois de l'état d'esprit du sujet, hein, qui va dans un lieu qui est en accord avec cet état d'esprit. Et donc après, le fait de revenir dans son corps, c'est parfois particulièrement pénible. Voilà. Maintenant, l'extatique, voilà, c'est ceux qui comprennent les choses, voilà, ils ont cette vue du monde spirituel, ils savent où ils sont, ils savent pourquoi ils ont cette vie. Donc, voilà, ils ont cette vision de la mission qu'ils accomplissent. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent Thérèse d'Avila ou des personnages éminents de l'histoire qui ont réalisé quand même de grandes choses, qui étaient parfois dans cet état extatique. Hein. Et puis, effectivement, comme on disait la dernière fois, c'est quand on dort, notre esprit va se ressourcer auprès de bons esprits, hein, notamment pour ces missionnaires ces esprits élevés qui viennent s'incarner sur la Terre. Et donc l'extase en fait partie. C'est le plus souvent dans ce cadre-là qu'on entend parler de l'extase. Voilà. Oui, donc il dit concernant l'extase, il y a une autre. Si l'on abandonnait l'extatique à lui-même, son âme pourrait définitivement quitter son corps. Donc, il faut le rappeler pour qu'il revienne des fois. Hein, c'est ça. Mais bon, encore une fois, voilà, il faut le rappeler par tout ce qui peut le rattacher ici-bas, surtout en lui faisant entrevoir que s'il brisait la chaîne qui le retient ici, ce serait le vrai moyen de ne pas rester là où il voit qu'il serait heureux. Hein, comme le disait Salah tout à l'heure,
ça pourrait être, pas un suicide, mais quelque chose de pas très, très bon, pas très, très naturel, de terminer sa vie avant le terme prévu au départ, et donc avec le reste de fluide vital qui fait que l'âme n'arrive pas à se séparer du corps, même si pendant l'état d'extase, elle était arrivée à s'en séparer pour aller dans ces lieux qu'elle ne voulait plus quitter. Le bonheur des extatiques, les joies qu'ils goûtent en contemplant les magnificences de l'au-delà, suffirait seul à nous démontrer l'étendue des jouissances que nous réservent les sphères spirituelles, si nos lourdes conceptions ne nous empêchaient trop souvent de les comprendre et de les pressentir. Donc, Léon Denis parle donc, dans le problème de l'être et de la destinée, me semble-t-il, des phénomènes de l'émancipation de l'âme, les puissances de l'âme, je crois que ça s'appelle ce chapitre, et lui aussi, il cite beaucoup de cas d'extase. Voilà. Bon, après, évidemment, le Père Gaullaise, dans l'histoire du christianisme, on trouve beaucoup d'exemples. Et puis, pour la seconde vue, qu'est-ce qu'on peut encore voir? Voilà. L'âme s'émancipe à l'état de veille, hein, donc pas la personne est devant vous, de quoi elle voit l'esprit qui est à côté de vous, alors qu'elle elle est pas dans une transe médiumnique, elle est dans l'état de veille. Donc l'esprit prend un peu de liberté, hein, c'est ce qui explique aussi le filtre et le fait qu'elle ne voit pas toujours juste, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il faut absolument avoir un médium voyant dans les séances médiumniques parce que c'est lui qui va donner la garantie que ce qui se passe, c'est bon ou pas. Et non, l'esprit voyant, lui aussi, peut se tromper, ou les mauvais esprits peuvent lui faire voir des choses qui ne correspondent pas forcément à la réalité. Ils peuvent lui faire voir une patte blanche. Hein. Donc là ce n'est pas le fait d'avoir un esprit voyant dans une réunion médiumnique qui dispensera le filtre socratique, encore une fois. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Alors, L'amour et son mystère de Camille Flammarion, c'est aussi un très beau livre. Donc, il est sur l'Encyclopédie Spirit. Hein. Il y a 3 volumes, hein, Avant la mort, pendant la mort et après la mort. Et il parle il cite aussi un très, très grand nombre de cas de somnambules et d'extase. Voilà. Donc, on va terminer avec le résumé. On peut dire que le somnambulisme naturel et artificiel, l'extase et la seconde vue, ne sont que des variétés aux modifications d'une même cause. Ces phénomènes, de même que les rêves, sont dans la nature. C'est pourquoi ils ont existé de tout temps, depuis Mathusalem. L'histoire nous montre qu'ils ont été connus et même exploités dès la plus haute antiquité, et on y retrouve l'explication d'une foule de faits que les préjugés ont fait regarder comme surnaturels. Est-ce que vous avez encore des questions? Ou est-ce que c'est clair? Si vous n'avez pas d'autres questions, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par après, vous pouvez toujours les poser. Hein, allez sur le chat là, du WhatsApp ou envoyez-moi un mail, du Skype, pardon. Envoyez-moi un mail, je vous répondrai. Et je vous propose qu'on termine avec cette prière hein, qui fait partie, enfin qui est sur le fascicule à la fin de ce cours. Et donc, où on nous dit « Divin bienfaiteur, fais le jour sur nos chemins, les ombres de la nuit morale insistante se dissipent devant la clarté qui nous visite. Sur tous les chemins de douleur et d'inquiétude, tu as été notre sécurité, notre soutien. Nous éprouvons le bonheur de jouir de ta présence. Chaque jour, reste avec nous, Jésus, afin que nous ne ternissions pas avec les ténèbres tenaces qui perdurent encore en nous par notre faute. Si nous ne pouvons atteindre pour l'instant les sommets dorés dans les tentatives d'ascension auxquelles tu nous destines, aide-nous à embellir les escarpes afin d'améliorer le paysage pour ceux qui viennent courageux après nous. Si nous ne réussissons pas à cause de notre imprévoyance, donne-nous au moins la sagesse qui empêche la connivence avec le crime. Enseigne-nous à valoriser le temps, à l'utiliser avec sagesse.
ne nous concède pas de temps libre afin que l'oisiveté n'engourdisse pas notre caractère. Nous, qui avons vécu en fugue constante, te supplions maintenant le courage et la vaillance pour avancer, l'esprit renforcé par la foi et dignifié par le sacro-saint sentiment d'amour. Que nous fassions toujours selon ta volonté et non la nôtre, car tu es le chemin, la vérité et la vie que nous souhaitons tous, Seigneur. Donne-nous congé dans ta sainte paix. Voilà, donc ça vient de Divaldo Pereira Franco, hein, Trame du destin par l'esprit Manuel Filomeno de Miranda. Voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour votre participation, pour votre attention. Hein. Donc, je vous souhaite aussi de bonnes vacances, hein, une bonne période d'été. Alors, d'hiver pour Renaud et puis Hassam, donc, qui sont dans l'hémisphère sud. Et je renverrai, je pense, d'ici 2 semaines au maximum, donc le programme pour la rentrée, hein, qu'on commencera certainement. Je n'ai pas le calendrier sur moi, mais si, il est là. On sera informé comment, Charles, de la reprise des cours? Je mettrai, je ne sais pas si vous êtes tous dans le groupe Skype, sinon je vais... Oui, oui. Non, moi, j'y suis pas. Parce que j'ai pas Skype en plus. Donc, Ah, ben oui, alors Skype, voyons voir. ESPS, hop. Voilà, c'est ce groupe-là. Donc là, en fait, le chat, vous voyez, il continue, il fonctionne. Hein, alors, je vais vous renvoyer le lien. Partager un lien permettant de copier. Je vais vous le coller ici. Voilà. Alors, récupérez-le et sauvegardez-le chez vous, hein, dans la discussion là, du Zoom. Et donc, ça vous fait rentrer dans cet autre groupe. Donc, parce que Zoom, on perd la conversation. Vous pouvez télécharger et sauvegarder la conversation. D'ailleurs, ça, vous pouvez aussi le faire, hein, normalement. Si je me retrouve. La télécharger, je ne crois pas, juste la réécouter. Alors, réécouter, ça, c'est l'enregistrement, oui, qui est en cours. Oui, mais on ne peut pas la télécharger, je crois pas. Sinon, la conversation, je pense qu'on peut la télécharger, mais je ne me souviens plus où c'est qu'on le fait. Voilà, dans l'onglet conversation, il y a 3 petits points. Et il y a enregistrer la conversation. Je ne sais pas si vous voyez ça. Alors, est-ce que vous la voyez là à l'écran? Je ne pense pas. Hein. Donc, en bas, il y a envoyer à tout le monde ou seulement à quelqu'un. Et ensuite, il y a fichier. Et à droite, il y a 3 petits points. Et dans les 3 petits points, il y a, si vous cliquez dessus, il y a une option enregistrer la conversation. Parce que sinon, le problème de Zoom, c'est que quand on raccroche, la conversation disparaît. Si ce n'est pas enregistré, elle se perd. Voilà. Alors, je vais arrêter l'enregistrement aussi, d'ailleurs. oui, tiens.